Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Évidemment, l'homme politique que l'on connaît, le chroniqueur politique désormais, et puis auteur d'un livre, on va en parler dans quelques instants, et si on arrêtait les conneries. C'est véritablement l'Europe, vous qui êtes ancien député européen, c'est l'Europe qui a été visée dans ces attentats? Bruxelles a été visée, mais comme toutes les villes qui sont visées maintenant, on vise l'Europe, on vise un mode de vie, on vise un espace politique, et donc oui, puisqu'ils ont attaqué même près, disons d'une cible facile, qui sont les institutions, près des institutions européennes. Oui, on vise une liberté, une façon de vivre. Oui, c'est comme quand on a visé le 10e à Paris, c'était un mode de vie, c'était Paris multiculturel, ouvert, et un peu la même chose à Bruxelles. L'aéroport de Bruxelles, c'est un aéroport où tout le monde vient, tout le monde va, très, très ouvert. Et puis, disons, la rue de la Loi, là où il y a eu l'attentat dans le métro, c'est là où les Européens, ceux qui travaillent dans les institutions européennes, passe tous les matins. Oui, le ministre des Transports dit on va demander un titre de transport, on va demander des papiers d'identité, y compris dans les zones publiques des aéroports. Ça va changer quelque chose? Moi, j'étais en Inde même, vous devez d'abord avoir un titre d'identité, puis maintenant, il y a même des aéroports où ils scannent les bagages en rentrant dans l'aéroport. Oui, on peut faire ces choses, mais il faut être sérieux. On ne va pas éviter toutes les stations de métro, toutes les gares, tous les métros, tous les tramways, tous les bus, toutes les écoles. C'est ça qui est dramatique, c'est que nous sommes une société ouverte, et une société ouverte peut être une cible facile. Oui, la Belgique a fait preuve de naïveté, comme l'a dit Michel Sapin, par exemple. Il faut être rapide. Il dit le communautarisme, il y a un communautarisme américain qui surveille aussi. Je sais pas, oui, on le sait depuis longtemps. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti en 2004 sur Molenbeek, une femme qui a fait une immersion à Molenbeek, qui racontait les problèmes. Sûrement qu'on a sous-estimé, disons, une certaine radicalité qui s'accroche, disons, à une religion. Mais il faut faire attention, on n'est pas naïf, on est un peu déconcerté. Oui. On n'a pas sous-estimé l'influence, l'agrandissement du salafisme? Si, mais alors là, il faut poser le problème en amont, alors qu'on arrête d'avoir des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, qu'on arrête de leur vendre des armes, parce que le salafisme, le wahhabisme, il vient d'Arabie Saoudite. C'est eux qui ont financé. Ils financent des mosquées, ils ont financé des mosquées. Alors maintenant, tout ça, c'est pas eux qui dirigent ça, mais c'est le terroir, si on veut, de ce wahhabisme, c'est une chose. Mais tout ça, ça explique que la moitié. Comment deux gangsters, comme les deux frères, qui étaient connus pour banditisme, grand banditisme, tout d'un coup tournent et sont prêts à se faire sauter. Le banditisme, c'est vous êtes prêt à attaquer, à tuer, pour voler, pour faire, disons, pour vendre de la drogue, je ne sais pas quoi, hein, mais se faire sauter. Je veux dire, il y a des passages comme ça qui sont quand même compliqués. Je veux dire, on donne c'est tous ceux qui vivent, qui sont religieux, même à Molenbeek, sont pas prêts à partir dans le djihad. Et ça n'explique pas pourquoi un petit jeune de Sevran, d'une famille bien française, catholique bien française, tout d'un coup est touché par la grâce du Coran et part en Syrie. Donc, moi, les explications rapides le jour d'un attentat, je trouve ça, disons, très désagréable. Et mettre en cause la Belgique parce que l'un des kamikazes avait été expulsé par la Turquie. Alors d'ailleurs, il a été expulsé, ce que disent les Belges, il est arrivé en Hollande. Mais j'en sais rien, moi, c'est possible, ça. Mais même, posons-nous les problèmes, là. Vous avez quelqu'un qui va en Syrie. Vous le mettez pendant 2-3 ans en prison, vous faites Guantanamo. Vous faites quoi? Je veux dire, il y a aussi à réfléchir sur ce qu'on dit. Vous pouvez mettre quelqu'un qui part en Syrie pendant 2-3 ans en prison. Alors, il faut que les présidents... Ce que fait la France, par exemple, il y a des personnes qui vont être incarcérées. C'est ce que fait la France. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire en prison? Est-ce qu'ils vont se radicaliser? Est-ce qu'ils vont être déradicalisés?
Où est-ce qu'ils vont aller après? Quelles seront leurs perspectives? Ce sont des questions difficiles. Moi, ce sont les vrais problèmes. Oui. Et je trouve que tous ceux qui ont une solution toute faite, là, il se passe quelque chose et vous avez... Comme par exemple dire aujourd'hui, il faut la perpétuité incompressible contre les terroristes. Est-ce que visiblement Manuel Valls est prêt à en discuter, Ségolène Royal également? Mais c'est comme la déchéance de nationalité, ça ne vous apportera pas un iota de plus de sécurité. Parce qu'il va se passer dans 30 ou 40 ans. Vous avez décidé, pour une raison X, Y, Z abominable, de faire l'abominable. Vous vous dites, oulala, je vais perdre ma nationalité française, oulala, je vais avoir la perpétuité. Non, je me fais sauter, voilà, point barre. Donc, ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats. Quelqu'un est 30, 40 ans en prison, il y a un juge qui peut décider s'il reste ou s'il sort, qu'on arrête de poser des faux problèmes, de polluer l'atmosphère de débat avec de fausses questions où on peut donner que de fausses réponses. Posons-nous le problème du renseignement, de la sécurité, de l'organisation des informations. Pourquoi il n'y a toujours pas un procureur européen? Pourquoi il n'y a pas un fichier PNR, notamment? Ça, les écologistes européens sont contre? Oui, alors sur le fichier PNR, bon, c'est un débat sur les dates. Ça, on peut le discuter, mais encore une fois... bon, on a compris, on aura un fichier PNR, mais qu'on ne nous raconte pas que c'est ça la cause. Vous n'avez pas besoin de prendre un avion pour prendre le métro de Molenbeek pour aller à la rue de la Loi et vous faire sauter. Donc ça ne sert à rien, ce fichier PNR? Je ne dis pas que ça ne sert à rien, je veux dire, ça peut être un petit maillon. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on est comme si, mais s'il y avait ça, on aurait la solution. C'est pas vrai. Donc, encore une fois, ce sont des citoyens belges qui se sont fait sauter à l'aéroport et dans... Bon, c'est pas le PNR qui est intéressant. Alors, on dit oui, mais on savait. On savait qu'il y en a qui allaient en Syrie. Donc, c'est pas ça non plus la question. Oui. La question, c'est comment infiltrer ces milieux maintenant, comment comprendre ce qui se passe. Voilà ce qui... augmente notre sécurité ou pas. Et donc, il faut un parquet européen, il faut un service de renseignement européen pour que, justement, les échanges d'informations aillent plus vite. Les Américains ont mis 30 ans à faire le FBI. Eh bien, il ne faut pas faire un FBI européen, il ne faut pas attendre 30 ans. Et puis, évidemment, vis-à-vis des réfugiés, qu'est-ce qu'il faut faire? La Pologne ferme ses portes aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian disait ce matin, il y a des centaines de milliers de Libyens qui sont aux portes de l'Europe aujourd'hui encore. Est-ce qu'il faut fermer ces portes? Alors, je ne sais pas si là encore, c'est des centaines de milliers de Libyens. Je crois que le brave Le Drian, il exagère aussi. Ce n'est pas en exagérant non plus qu'on trouvera la solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne veut recevoir, à part l'Allemagne, ne veut recevoir des réfugiés. Le Premier ministre dit elle a été, Madame Merkel, pour le dire gentiment, a été imprudente. Moi, je préfère une imprudence morale qu'une prudence immorale, c'est-à-dire de fermer ses frontières. Aujourd'hui, il faut trouver un moyen d'ouvrir, d'accepter des réfugiés, en même temps de savoir comment on peut améliorer la vie pour que la pression migratoire baisse. Tout ça, ce sont des stratégies politiques, mais de dire maintenant on va tout régler avec la Turquie, et là, la Libye n'est pas une réponse. On était content quand la Libye était aux mains de Kadhafi. Au moins, Kadhafi, il retenait les réfugiés. Alors, est-ce qu'on veut maintenant remettre un Kadhafi bis en place en Libye pour qu'on ait plus de sécurité? C'est difficile, c'est difficile. Daniel Cohn-Bendit, et si on arrêtait les conneries, hein? C'est le titre du livre que vous publiez pour une révolution politique chez Fayard. Vous dites, l'élection, vous prévoyez l'élection 2017, vous dites la France aura la gueule de bois. Parce qu'il n'y aura pas de majorité derrière le président, parce que ce système ne fonctionne plus, parce que ce président ne représentera plus rien, et qu'on le sait. Pas plus rien, je dis nous disons avec Hervé Algalarondo que le président n'a pas de majorité depuis longtemps. Aujourd'hui, Hollande, au moment où Hollande a été élu, il y avait déjà 20% de déçus. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient voté Mélenchon, qui avaient voté Vert, qui avaient voté Bayrou, ils n'ont pas voté pour François Hollande, pour son programme. Ils ont voté contre Sarkozy. Et aujourd'hui, si Marine Le Pen est au deuxième tour, vous aurez une majorité
que ça soit Juppé, Sarko, Fillon, Hollande, Valls ou ma grand-mère, ils n'auront pas une majorité positive, mais une majorité contre Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une coalition? Alors, vous dites qu'il faut de la proportionnelle, il faut une coalition? Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une vraie majorité. Une vraie majorité, c'est une coalition, c'est-à-dire deux forces politiques qui ne sont pas identiques, qui même en campagne électorale ne proposent pas la même chose, eh bien, s'obligent à faire un accord de gouvernement, un compromis de gouvernement pour avoir une réelle majorité à l'Assemblée et donc pouvoir mener une politique. Ouais. Alors vous dites des choses même un peu iconoclastes. Vous dites par exemple ce que dit Marine Le Pen concernant finalement le mode commun opératoire de l'UMP et du PS. C'est vrai. Ben oui, je dis c'est vrai que sur l'Europe a été construite sur un accord, par exemple, entre les chrétiens sociaux, les chrétiens démocrates, les sociodémocrates, les socialistes, et même, on peut ajouter les écologistes. Mais on nous dit, si on fait un gouvernement de coalition avec la proportionnelle, ça renforcera Marine Le Pen. Mais elle n'arrête pas de se renforcer. Donc visiblement, de ne pas faire la proportionnelle, ça n'affaiblit pas Marine Le Pen. Et prenez aussi un manichéisme bête et méchant qui existe en France. Prenez par exemple l'exemple des lois Macron. Alors on peut être pour ou contre, on peut être critique, mais vous aviez une véritable majorité pour les lois Macron, qu'on aime ou on n'aime pas. La droite ne les a pas votées. Pourquoi ils ont dit ça va pas assez loin? Quelqu'un de sensé aurait dit on vote les lois Macron et puis si on a la majorité demain, on ira plus loin. Mais c'est déjà c'est déjà ça de prise sur l'ennemi. Mais tout ça, c'est non, on peut pas travailler ensemble. Et c'est ça qui plombe, je crois, la politique en France. Et une illusion, vous dites, on fait comme si la France était devenue de droite. Non, la France, elle est ni de droite ni de gauche. La France se cherche. La France se cherche et les partis politiques, en jouant à des débats politiques, des ombres chinoises, eh bien, en fait, ne donnent pas des réponses à des questions, à des incertitudes, peut-être à des angoisses, à des problèmes qu'ont les citoyens. Et donc, dans cette situation d'incertitude, eh bien, on essaye des coups de boutoir, des coups de menton en votant pour, disons, le Front National ou en votant même pour le Front de gauche. Oui, mais ce que finalement vous prévoyez, Daniel Cohn-Bendit, c'est que au lendemain de cette élection, même si Marine Le Pen n'était pas au second tour, pourtant les sondages prévoient qu'elle peut être au second tour, vous dites que ce sera un fiasco qui va nécessiter une forme de révolution politique. Vous croyez vraiment que le système est prêt à changer? Moi, je crois que le système, oui, ils vont être obligés de gouverner autrement. Moi, je suis sûr que celui qui gagnera la prochaine présidentielle, il ne pourra pas faire comme Chirac, qui avait eu 19% au premier tour et qui se retrouve avec 81% et qui fait un gouvernement de 17%. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, après l'élection présidentielle, il y aura une recomposition politique nécessaire, il y aura une forme donc de coalition, mais c'est une autre rationalité politique. Et la révolution politique qu'on appelle, c'est vraiment une prise de conscience de la nécessité d'une autre rationalité politique. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit. Je rappelle que donc, et si on arrêtait les conneries, votre nouveau livre est publié chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. C'est gentil, merci.